Alors, je me présente, Soisic Busson. Avec Manon, nous accompagnons le réseau rural breton. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue de la part du réseau rural. Mes collègues vont arriver un peu plus tard. On a un petit engagement de dernière minute qui nous empêche de vous accueillir comme il se doit. Cet atelier a pour thème la lecture en milieu rural. Et voilà. Donc, merci à vous d'être venus et puis bon webinaire. Merci Soisic. Je vais vous partager l'ordre du jour de ce webinaire juste pour rappel. Donc, pour rappel sur... j'espère que vous voyez la bonne chose et pas notre présentateur. Donc, pour rappel, dans un premier temps, vous aurez la présentation donc, de l'établissement public de coopération culturelle, livre et lecture en Bretagne et de ses actions, avec du coup une contextualisation liée au territoire. Ensuite, il y aura une présentation des enjeux liés à la ruralité et un retour sur la lecture publique et les librairies en milieu rural avec la présentation de cas concrets. Ensuite, on vous présentera des dispositifs rapidement de la DRAC et du Conseil régional de Bretagne qui peuvent soutenir vos projets en rapport avec le livre et la lecture en milieu rural. La Grange au livre d'Augan nous présentera son projet et comment elle a été accompagnée aussi par un des dispositifs régionaux à Augan dans son projet de librairie indépendante. Et puis ensuite, on conservera un temps d'échange voilà, s'il y a d'autres questions, en sachant qu'entre chaque intervention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez poser des questions et puis on répondra au fil de l'eau pour répondre à vos interrogations. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie-Cécile et à Marie-Cécile Grimaud et Florence Le Pichon qui vont nous présenter donc le PCC Livre et Lecture en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais d'abord me présenter et puis je laisserai ma collègue se présenter aussi. Donc, Florence Le Pichon, je suis chargée de mission bibliothèque au sein de Livre et Lecture en Bretagne. Et donc, moi, je suis Marie-Cécile Grimaud, chargée de l'économie du livre à Livre et Lecture en Bretagne également. Donc, on va commencer notre intervention. Alors, ça sera une intervention à deux voix. On va se passer la parole tout au long de la présentation. Donc, pour commencer, une présentation rapide, je dirais, de Livre et Lecture en Bretagne. Donc, Livre et Lecture en Bretagne est basé à Rennes. C'est un établissement public de coopération culturelle qui a été créé en 2008 par l'État, le ministère de la Culture, la région Bretagne, les 4 départements bretons et Rennes Métropole. Le rôle de Livre et Lecture en Bretagne, c'est d'accompagner et de compléter les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture, donc sur le territoire de la région Bretagne. L'établissement compte 2 instances réglementaires, donc un conseil d'administration qui délibère sur les questions relatives au fonctionnement de la structure, et puis un comité consultatif qui, lui, est composé de professionnels, donc qui représente l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Le rôle de ce comité consultatif est de formuler des avis et des recommandations sur le projet de l'établissement mis en œuvre. L'équipe de Livre et Lecture en Bretagne est composée de 8 personnes, donc un directeur, une chargée d'administration, une chargée de communication, et puis nous fonctionnons par domaine d'activité. Donc, vie littéraire, tout ce qui concerne les auteurs et les manifestations littéraires, l'économie du livre, donc tout ce qui est maison d'édition, librairie indépendante, donc ça c'est la partie de Marie-Cécile. La lecture publique, donc tout ce qui concerne les bibliothèques municipales, universitaires, mais aussi les centres de documentation. Et puis, on a aussi une partie, un volet public empêché et éloigné de la lecture, donc tout ce qui concerne les prisons, les hôpitaux et les questions liées à l'illettrisme et au handicap. Et on a depuis fin octobre de l'année dernière aussi un volet éducation artistique et culturelle sur 2 projets qui sont mis en œuvre, qui est Jeunes en librairie et puis le mois du livre en Bretagne, dont vous avez peut-être entendu parler et vu certaines actions.
Les modes d'intervention de livre et lecture en Bretagne sont multiples et variés. On a un volet, ce que nous on appelle observation expertise de la filière du livre. Donc notamment, nous produisons des chiffres clés chaque année pour faire un état des lieux des différents acteurs de la chaîne du livre. Nous accompagnons aussi les différents acteurs sur leurs projets, que ce soit des projets personnalisés, mais aussi des projets collectifs. Nous communiquons aussi via différents outils auprès de nos acteurs, donc notamment des newsletters qui sont vraiment ciblés par domaine d'activité. Nous organisons aussi chaque année un certain nombre de rencontres professionnelles et interprofessionnelles sur des thématiques d'actualité. On a un volet aussi formation, donc formation, alors côté bibliothèque municipale, on a un groupe de travail au niveau régional sur la question de la formation et les différents acteurs de la formation, que sont le CNFPT et puis les autres organismes de formation. Et pour les autres domaines de la chaîne du livre, on organise aussi des journées de formation sur des thématiques diverses et variées. Et puis, on a aussi un volet valorisation de nos acteurs. Là aussi, on met en place un certain nombre d'outils en ligne, notamment l'annuaire des professionnels, le catalogue des éditeurs de Bretagne, ou d'autres outils plus particuliers. Donc, l'ensemble de ces outils sont bien sûr disponibles sur notre portail à l'adresse livre-lecture-bretagne.fr. Donc, je vous invite à le consulter et à aller fouiller un petit peu les différents outils que vous pourrez trouver. Donc, on nous a demandé à Marie-Cécile et à moi-même d'intervenir sur la question du livre et de la lecture en milieu rural. Donc, il nous apparaissait important, peut-être dans un premier temps, de recontextualiser peut-être le livre et la lecture à un niveau national, avec quelques données chiffrées qui nous permettent de mieux contextualiser la problématique, enfin la question en tout cas de la lecture. Et donc, je vais laisser la parole à Marie-Cécile sur ce premier aspect. On a voulu revenir avant tout sur ce qu'était la lecture aujourd'hui et comment les Français, dans un contexte national, quel est leur intérêt pour la lecture en 2021, et on s'appuyait pour ça sur une étude les Français à la lecture réalisée en 2021 par le CNL et l'Institut de sondage Ipsos. Donc on note à l'échelle nationale et dans tous les milieux, qu'ils soient ruraux ou urbains, un taux de lecteurs qui est significativement en baisse. Donc on est passé de 88% en 2019 à 81% en 2021, et on note que cette baisse est d'autant plus flagrante, importante chez les jeunes, notamment chez les 15-24 ans et chez les 25-34 ans. Donc c'est assez criant, on voit une baisse de 12% pour la première catégorie et de 14% dans la deuxième catégorie. Et si on note une baisse significative de la lecture chez les Français, c'est qu'ils ont moins de temps, ils prennent moins le temps de lire, alors ils lisent avant tout chez eux, alors qu'avant ils lisaient beaucoup à l'extérieur de chez eux, notamment dans les transports en commun, et aussi ils consacrent un temps privilégié dans leur journée à la lecture, alors qu'avant les moments privilégiés étaient plus longs tout au long de la journée. On note toutefois que les Français seraient prêts s'ils étaient incités par certains leviers, à lire davantage. Il y a une vraie envie de pouvoir lire davantage, s'ils arrivaient notamment à se dégager plus de temps, à pouvoir en discuter davantage avec leurs proches. Donc ça, c'est les deux premiers leviers qui seraient les leviers les plus percutants pour les Français. Et on note aussi que des leviers d'incitation à la lecture sont aujourd'hui davantage plébiscités par les Français, et notamment le fait d'avoir une proposition de lecture plus facile. Et je pense que ce chiffre peut intéresser notamment
les médiathèques ou les collectivités dans lesquelles des espaces faciles à lire ont été développés. Donc, voilà en gros des indicateurs qui pourraient accompagner les Français vers le chemin de la lecture. Donc, on le disait, hein, le taux des lecteurs était significativement en baisse, notamment chez les jeunes. Et donc, je laisse Florence faire un focus sur la lecture et les jeunes. En effet, puisqu'on constate que c'est vraiment la pratique de la lecture, voilà, s'acquiert chez les jeunes, et que c'est une pratique si l'on s'approprie dès le plus jeune âge, c'est une pratique qu'on a l'habitude ensuite de poursuivre. Donc, on voulait faire un petit focus sur ces pratiques des jeunes aussi, parce que c'est un public qui est entre guillemets captif, notamment du côté des bibliothèques municipales. Donc, là aussi, quelques données, je dirais, qui contextualisent un petit peu leur pratique, puisqu'on voit que quand même, chez les jeunes, la lecture est quand même une lecture prescrite, hein, parce que pour 89% d'entre eux, cette lecture se fait soit dans le cadre de l'école ou de leur travail, alors là, de leur travail qu'ils doivent produire. Mais cependant, pour ces jeunes, la lecture loisir, ce qu'on appelle la lecture loisir, reste importante, hein, puisque 70% des jeunes déclarent lire par goût personnel, donc il y a quand même une appétence pour la lecture. Et en moyenne, là aussi, les jeunes ont lu 6 livres durant les 3 derniers mois. Donc là aussi, c'est des données issues d'une enquête menée par le CNL et l'Institut Ipsos. Et puis, si on replace la lecture au sein des loisirs, puisque voilà, les jeunes, comme tous les Français, ont un certain nombre de pratiques de loisirs, la lecture arrive en 7e position, devant la télévision, le visionnage de vidéos, les rencontres avec les amis, la musique, le sport ou voire l'usage d'Internet. En moyenne, les jeunes pratiquent quotidiennement, par semaine, 3 heures de lecture. Donc, par rapport à d'autres pratiques de loisirs comme la télévision où ils passent 7h30 ou sur leur téléphone portable 6 heures. Donc, ça vous donne aussi une idée, une grandeur du temps passé à la lecture. Et ce qu'on note également, c'est que cette pratique de la lecture se fait surtout le week-end. Pour ces jeunes. Les freins, tout simplement, qui sont évoqués dans cette pratique de la lecture, Marie-Cécile l'avait déjà évoqué, c'était aussi la concurrence des différentes activités que les jeunes peuvent avoir entre le sport et autres pratiques, ou tout simplement aussi le manque de temps qui a été souligné dans cette non-pratique de la lecture. Si la lecture, si 55% des jeunes déclarent aimer lire, ce n'est pas pour autant l'activité préférée des jeunes. Cette pratique est une pratique individuelle. C'est aussi un constat que l'on peut faire puisque quasiment la moitié de ces jeunes font cette pratique de lecture dans leur chambre, voire autrement à l'école ou dans les transports en commun. Donc là aussi, c'est des pratiques que l'on a dans notre quotidien. Et si on rapporte aussi cette pratique par rapport à des structures que sont les bibliothèques d'école, 56% des jeunes déclarent fréquenter la bibliothèque de leur école, donc ça peut être la bibliothèque scolaire ou le CDI dans leur pratique. Si on les questionne maintenant sur leur pratique aussi au sein des bibliothèques et des librairies, pour 98% des jeunes, la bibliothèque de l'école est un lieu incontournable et 65% s'y rendent au moins une fois par mois. Quand on leur pose la question sur la fréquentation, s'ils vont en librairie, 73% d'entre eux déclarent aller en librairie et 60% déclarent se rendre dans une bibliothèque municipale. Donc là, on voit que d'aller en librairie est un peu plus élevé que de se rendre dans une bibliothèque municipale. Et 42% des jeunes sont personnellement inscrits dans une bibliothèque municipale, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre
propre carte d'inscription. Ils ne sont pas inscrits sur la carte de la famille, par exemple, mais c'est vraiment une carte nominative. Et puis, il nous semblait aussi important peut-être aussi de recontextualiser aussi cette pratique de la lecture et de le mettre aussi en relation avec le taux d'illettrisme en France, puisque 7% des personnes qui ont été scolarisées sont en situation d'illettrisme, ce qui représente 2,5 millions de personnes. Donc ça, je pense que c'est aussi un chiffre à prendre en compte après dans les actions que l'on veut mettre en place sur un territoire pour aller toucher justement ces publics en situation d'illettrisme. Et si on compare ce taux d'illettrisme national au taux d'illettrisme au niveau de la Bretagne, on a un taux d'illettrisme de 2,9%, qui diffère bien sûr ou pas, suivant les départements dans lesquels on se situe. Un taux d'illettrisme de 2,9%, mais 7,9% des jeunes sont en difficulté avec la lecture, donc ce qui rejoint le pourcentage du niveau national. Il nous semblait ensuite important d'aborder peut-être aussi la question des enjeux et des freins de la lecture publique en milieu rural. Donc là, je vais laisser la parole à nouveau à ma collègue Marie-Cécile pour aborder le volet librairie. Pour comprendre les enjeux et les freins du livre et la lecture en milieu rural, on a étudié le comportement des lieux de diffusion du livre que sont la librairie en milieu rural, et on s'appuyait pour ça sur une étude qui est réalisée par l'Observatoire de la société et de la consommation, l'Obsoco, qui a réalisé une étude en 2019 pour le syndicat de la librairie française. Donc, ce qui a été noté dans cette étude, c'est qu'il y a une moindre fréquentation de la librairie en milieu rural. Les habitants des communes rurales représentent 28% de la population française. Pourtant, seulement 19% déclarent fréquenter à titre principal une grande librairie, 21% une moyenne librairie, 23% une petite librairie. Je vois qu'il y a une faute dans le PowerPoint. Mais tout ça pour dire que globalement, les habitants de milieux ruraux fréquentent moins la librairie indépendante. Alors bon, si elle fréquente moins, c'est qu'il y a un vrai enjeu d'accessibilité et de la localisation de la librairie. Et on voit très bien quand 37% des Français déclarent qu'il est difficile de se rendre dans une librairie. Une large majorité de ces Français sont des habitants des communes rurales. Et de la même manière, 26% des Français déclarent qu'une localisation ou qu'un accès plus commode pourrait les inciter à fréquenter des librairies. Donc, on voit qu'en tout cas, la réflexion sur la localisation des librairies indépendantes, et notamment en milieu rural, permettrait à ces habitants de faciliter l'accès aux librairies. Ce que je voulais noter toutefois, c'était que ce manque d'accès à une librairie par les habitants de milieux ruraux n'était pas compensé par un plus grand nombre d'achats de livres en ligne, ce qu'on peut penser parfois, puisque cette même étude soulignait que 20% des habitants des communes rurales déclaraient être clients de sites marchands de livres sur Internet. Donc ça, c'était des premiers éléments de contexte. Donc on pourrait se dire de ces chiffres qu'il serait toujours plus intéressant de rendre accessible et disponible le livre en implantant des librairies en milieu rural. Toutefois, avant
de porter cette réflexion, il faut bien prendre connaissance et avoir conscience de l'équilibre économique de la librairie. Je pense que Damien Berty de la librairie La Grange aux Livres à Augan pourra nous en parler plus tard. Mais en tout cas, je tenais à souligner que la librairie, c'est un commerce de détail dont l'économie est assez fragile. Et là, c'est une étude réalisée par l'Institut Xerfi en 2019 pour le compte du syndicat de la librairie française, encore une fois, qui montrait que les principaux ratios de gestion de la librairie, que ce soit le taux de marge, l'excédent brut d'exploitation ou encore le résultat net, sont inférieurs à la moyenne de l'ensemble des commerces de détail. Donc ça, c'est quand même un élément assez notable. On reste sur une économie assez fragile. Et si voilà, on note quand même que la fragilité de ce commerce ne corrobore pas avec des fermetures régulières et importantes des librairies sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient ruraux et urbains, c'est qu'on note dans ce secteur d'activité une très grande résilience. Et par exemple, l'étude réalisée par Xerfi souligne que malgré la fragilité économique de ce secteur, le taux de défaillance du secteur est tombé à 1,8 en 2018. Il était légèrement supérieur les années passées. Et il reste en tout cas nettement inférieur au taux de défaillance des autres commerces de détail, et notamment le taux de commerce de fleurs, qui est souvent comparé à celui du commerce de livres, et au taux de défaillance dans le commerce de meubles. Et je voulais faire cette citation de l'étude Xerfi, puisque j'avais assisté à la présentation de cette étude lors des rencontres nationales de la librairie, et la personne qui faisait la présentation de l'étude était assez surpris et avait projeté cette phrase face à son auditoire de libraire. L'engagement des libraires, parfois même le sacrifice, je pense qu'il mesurait le terme qu'il employait, et l'attachement à leur métier les conduisent à garder coûte que coûte leur commerce ouvert, là où dans d'autres secteurs, le maintien en activité ne paraîtrait pas souhaitable ou possible. Donc voilà, en tout cas, il y a une demande, il y aurait un besoin pour conclure que les librairies indépendantes soient plus proches de leur clientèle, et en même temps, vigilance, la librairie indépendante reste un secteur économique fragile. Mais peut-être que voilà, d'autres outils, d'autres acteurs peuvent aussi participer et contribuer à rendre le livre plus accessible en milieu rural, et on peut parler ici de la lecture, de l'action pour la lecture publique. Alors, pour la lecture publique, l'enjeu de la lecture en milieu rural, elle est plurielle. Le premier enjeu, c'est l'égalité territoriale, c'est d'avoir un lieu culturel à moins de 15 minutes maximum de chez soi. Il faut savoir que la Bretagne est la troisième région où il y a le plus d'implantation d'équipements de lecteurs publics, de bibliothèques. Donc, on est une région très, très active sur ces équipements. L'enjeu aussi de créer du lien social, de rendre l'usager actif dans sa pratique de lecture, enfin dans sa pratique culturelle. C'est aussi l'enjeu de pouvoir soutenir une dynamique locale en proposant un certain nombre de services à la population. Et puis, c'est aussi un enjeu de mutualiser les différents services qui peuvent être mis en place au niveau d'une collectivité, et puis être visible aussi par tous au sein d'une
collectivité, mais aussi d'une intercommunalité, puisque l'intercommunalité est un territoire qui monte, je dirais, en compétences. Et on va vraiment sur cette mutualisation des équipements et des services concernant la lecture publique. Cependant, on peut noter quelques freins dans le développement de la lecture publique en milieu rural. Parmi ces freins, le premier serait une méconnaissance, souvent par les collectivités territoriales, des acteurs potentiels sur leur territoire ou des actions qui peuvent être mises en œuvre sur ce champ de la lecture publique. Aussi peut-être un manque de visibilité sur l'accompagnement auquel elles peuvent bénéficier en termes d'ingénierie, de financement, qui peuvent être, ou certaines structures ou collectivités ou institutions comme la DRAC ou les conseils départementaux peuvent être présents pour les accompagner dans ce projet de construction, de rénovation de bibliothèques. Peut-être une méconnaissance aussi sur la complémentarité, comment travailler ou se coordonner aussi avec les autres actions autour de la lecture qui peuvent être mises en place sur leur territoire. Vraiment, on parle là de partenariat et on y reviendra tout à l'heure à travers un certain nombre d'exemples. Et puis aussi la complexité quelquefois sur la question de la compétence lecture publique dans un établissement, dans un EPCI. Où quelquefois là aussi il faut expliciter au niveau des compétences obligatoires facultatives. Donc voilà, c'est des points sur lesquels on peut aussi s'attarder et expliquer au mieux auprès des différents porteurs de projets. Donc après avoir posé l'ensemble de ces éléments de contexte, donc on peut en venir au cœur du sujet et vous présenter l'accompagnement proposé par Livre et Lecture en Bretagne pour ces lieux de diffusion du livre et de la lecture que sont les librairies et bibliothèques en milieu rural. Donc, je vais commencer par les librairies en milieu rural, puisque donc, comme chargée de l'économie du livre, c'est moi au sein de la structure Livre et Lecture en Bretagne qui réalise le suivi des librairies indépendantes sur le territoire régional. Donc, je repose là plus précisément des éléments de contexte régional sur des librairies indépendantes et leur localisation. Donc, on note qu'aujourd'hui, parmi les 171 librairies qui existent sur le territoire régional, ce qui représente déjà un maillage territorial assez dense, 45% sont situés dans ce que j'ai appelé des petites communes, c'est-à-dire des communes de moins de 10 000 habitants. Donc, vous pouvez voir sur la carte que toutes les librairies qui sont localisées, identifiées par une pastille verte, se trouvent dans des communes de moins de 5 000 habitants, quand celles qui sont localisées par des pastilles bleues se trouvent dans des communes dont le nombre d'habitants est compris entre 5 et 10 000. Donc, on voit que la majorité de ces communes situées de ces librairies situées dans des petites communes se trouvent sur le littoral, aux alentours de grandes villes, de métropoles, et notamment autour de Rennes, et que il reste un espace moins dense en centre-Bretagne et sur certains territoires ruraux, même si on note que ces dernières années, plusieurs librairies ont choisi de s'implanter sur ces territoires-là. Alors, on note aussi que les librairies qui sont installées dans ces petites communes de moins de 10 000 habitants ont des profils quand même assez variés. Si je notais que dans les dernières créations de librairies, certaines ont choisi de s'installer dans les petites communes, il n'y a que 57%
des librairies qui sont aujourd'hui présentes dans des petites communes qui ont été créées il y a moins de 5 ans. Donc, ce qui veut dire que des librairies qui sont beaucoup plus anciennes avaient déjà fait le choix de s'implanter en commune rurale. Ce n'est pas un mouvement tout à fait récent. On note aussi que seulement 27% des librairies qui sont situées dans ces petites communes de moins de 10 000 habitants sont des cafés-librairies. C'est vrai qu'on entend souvent que les librairies en milieu rural font le choix d'un commerce mixte en alliant le café à la librairie, le café étant une activité où l'on peut dégager une marge commerciale plus importante. Et en fait, on voit que la réalité n'est pas tout à fait celle qu'on entend dire bien souvent. Dans certaines communes où le café, on sait combien ces lieux sont importants dans les communes de Bretagne, il n'était pas opportun pour la librairie d'ouvrir un espace café dans son local. Et là aussi, peut-être que Damien Bertine pourra nous en dire un mot, puisque c'est le choix qu'a fait la Grange Livre de ne développer qu'une activité de livre dans son local. Et puis, on note que dans ces librairies installées dans des petites communes, on a vraiment des situations géographiques très variées. Donc, je le disais tout à l'heure, sur le littoral, en périurbain et dans une moindre mesure en Centre-Bretagne. Alors, après avoir fait une présentation assez large, je voulais vous donner quelques exemples de librairies installées en milieu rural et que Livre et Lecture en Bretagne a pu accompagner. Donc, je voulais prendre tout d'abord l'exemple de l'Ivresse des mots, qui est installée à Lampol-Guimillot, dans le Finistère. Donc, c'est une commune qui compte 2148 habitants. Donc, cette librairie généraliste qui a été créée en 2012 par Maëla Elie présente en tout cas une offre généraliste très intéressante et complète, avec une spécificité qui est celle elle a un fond en livre breton. Et Maëla, en fait, a fait le choix aussi parce qu'elle avait aussi des compétences dans ce secteur, de répondre à une demande forte du territoire. Et c'est là où la librairie peut répondre à un besoin des habitants, de développer cette offre en langue bretonne. Donc ça, c'était un vrai choix, une prise de risque qui est défendue par ce commerce indépendant. Cette librairie, elle s'inscrit aussi, si son parcours est intéressant, c'est que très vite, elle s'inscrit elle inscrit son activité dans celui d'un réseau, qui est le réseau des fédérations des cafés-librairies de Bretagne, le réseau Calibraise. On voit ici donc une animation qui est portée par ce réseau des fédérations des cafés-librairies, réseau qui propose à chacun de ses membres d'accueillir plusieurs animations tout au long de l'année et qui en mutualise les coûts, ce qui participe à l'identité forte des cafés-librairies sur les territoires comme des acteurs culturels de leur commune, mais plus globalement du territoire qui les entoure. Donc c'est en ça aussi que ce café-librairie, l'Ivresse des mots, est un véritable acteur culturel en milieu rural sur son territoire. Un autre exemple de librairie indépendante implantée en milieu rural, c'est la librairie Le Marque-Page, qui est située à Quintin, une commune d'un peu plus de 3000 habitants. Donc, la librairie généraliste qui a été créée en 1996 était alors une papeterie qui vendait un petit peu de livres. Et à partir du moment où elle a été reprise par son actuel co-gérant,
L'offre de livres s'est clairement développée, puisque Gilles, donc le co-gérant, a vraiment eu à cœur de développer le livre, et que bien sûr ça répondait à un besoin de sa clientèle, des lecteurs du territoire. Et son entreprise, son implantation sur le territoire a tellement bien fonctionné que si en 2010 la librairie œuvrait dans un local d'une trentaine de mètres carrés, elle a déménagé au début de l'année 2021 dans un local qui en fait plus de 250, et a su ainsi apporter en tout cas une activité commerciale, culturelle dans la ville de Quintin. Donc c'est un parcours qui est assez notable, puisqu'aujourd'hui la librairie, qui est aussi partenaire d'une manifestation littéraire au moins sur le territoire, partenaire des acteurs de la lecture publique de Quintin et des alentours, des établissements scolaires. Voilà, c'est un acteur culturel qui aujourd'hui impacte la présence du livre sur ce territoire. Et un dernier exemple que je voulais partager, c'était celui d'une librairie qui a ouvert il y a très peu de temps, puisque elle n'a ouvert qu'en 2021. C'est la Grande Évasion, une librairie donc, généraliste qui s'est créée à Lagacy, une commune de près de 4000 habitants. Alors, la librairie a très vite trouvé son lectorat. Là aussi, elle répondait à un besoin, puisque les premières librairies étaient à une vingtaine de minutes de trajet. Et donc, il y avait un besoin qui avait été identifié par la porteuse de projet, Amélie Lois, lors de son étude de marché, et que le projet a notamment été soutenu par la commune de Lagacy. Il se trouve aussi que si Amélie Lois prenait le risque de s'implanter dans une commune rurale, c'est qu'elle savait, comme bien souvent dans ces projets d'implantation de milieu rural, qu'elle pouvait être soutenue et accompagnée par un réseau de lecteurs, un réseau d'acteurs culturels déjà très dynamique sur le territoire. Et je veux notamment parler du festival photo de Lagacy que vous connaissez bien, et qui permet d'attirer en milieu rural une clientèle qui n'est pas la clientèle des habitants à l'année de Lagacy, et qui lui permet de rayonner un petit peu au-delà du territoire de Lagacy. Donc, pour l'ensemble de ces acteurs, qu'ils aient été créés ou non il y a peu, qu'ils soient implantés ou non au milieu rural, Livre et Lecture en Bretagne peut apporter un accompagnement qui est individuel, et on suit les librairies, je dirais, de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise. Et pour ça, on peut proposer, en tout cas, on essaye de mettre en place différents types d'outils. Le premier, ça serait, grâce à la veille et sur le marché, le territoire qui peut être mis en place, on a une certaine expertise que l'on apporte à l'ensemble des porteurs de projets ou des libraires que l'on suit sur le territoire. Et par exemple, le premier point, ça serait lorsqu'une librairie souhaite se créer sur un territoire où aujourd'hui il n'existe pas de librairie, on peut très, très vite la mettre en réseau avec les librairies qui existent, et on peut aussi l'informer de porteurs de projets qui s'intéresseraient à ce territoire également, puisque très vite, dans la construction de leurs projets, les porteurs de projets contactent Livre et Lecture en Bretagne. On peut aussi aiguiller les porteurs de projets de librairie sur la faisabilité économique de leur projet, puisqu'on a en interne un outil d'étude de marché
qui permet d'indiquer assez finement quel pourrait être le chiffre d'affaires réalisable par une librairie sur un territoire défini. Et ce qu'on essaye aussi de faire dès qu'on suit un porteur de projet, c'est de le mettre en lien avec les autres réseaux d'accompagnement économique qui existent sur le territoire, que ce soit ceux de l'économie sociale et solidaire ou ceux de les réseaux d'accompagnement économique. Je pense là au CCI, aux différentes collectivités qui proposent des accompagnements, et puis au pôle de l'économie sociale et solidaire qui peuvent accompagner certaines structures. Et là, je pense notamment aux librairies qui se sont récemment créées sous forme coopérative. Et là encore, Damien Berty pourra peut-être nous en dire plus tout à l'heure. Donc, un autre outil qui est mis en place par Libre Lecture en Bretagne pour accompagner les libraires, c'est bien sûr l'accompagnement individuel, une série de rendez-vous en individuel que l'on fait avec les porteurs de projets de librairie ou les librairies qui sont déjà en place mais qui ont besoin d'un accompagnement. Donc, je les accueille, on définit la problématique et à partir de là, je peux les orienter vers des rencontres professionnelles qui sont mises en place par Libre Lecture en Bretagne. Alors, ces rencontres, elles prennent différents formats. Ça peut être celui de la formation continue. Ça peut être des ateliers gratuits, les rendez-vous de la librairie qui sont mis en place par Libre Lecture en Bretagne. Et on peut aussi les amener à rentrer dans un dispositif d'expertise projet qui est mis en place depuis la période de la crise par Libre Lecture en Bretagne et qui leur permet aux librairies du territoire de bénéficier de l'expertise d'un consultant extérieur. Et donc cet accompagnement, bien sûr, il peut se faire tout au long de l'année et non pas à des moments particuliers. Une autre des actions que l'on met en place pour les libraires présents sur le territoire, c'est l'orientation vers les dispositifs d'aide existants. Une fois qu'on a défini que le libraire a réussi à définir un projet, à le cadrer, etc., on peut identifier avec lui les dispositifs propres au secteur de la librairie ou ouverts à tout type d'entreprise dont il pourrait bénéficier, que ce soit sous forme de subventions, de prêts à taux zéro, de garantie bancaire ou encore d'exonération. Et puis, bien sûr, pour accompagner les libraires sur le territoire, une de nos missions premières, c'est de les aider à construire un réseau d'acteurs, puisqu'on voit souvent que les libraires rencontrent des mêmes problématiques, certaines ayant été résolues par d'autres, donc on les met en relation. Et ce qui est toujours intéressant, c'est quand une problématique est identifiée, une même problématique est identifiée chez différents libraires, c'est de voir comment on peut construire des projets collectifs qui répondent à cette même problématique. Et il était un peu difficile pour moi de donner un exemple d'accompagnement concret qui a été réalisé par Libre Lecture en Bretagne, puisque tous les accompagnements que l'on fait sont faits avec des libraires, des commerces indépendants. On est tenu à une certaine confidentialité. Donc si on imagine une librairie lambda qui pourrait s'appeler la librairie Un livre et une rose. Imaginons que cette librairie m'ait contactée il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, j'aurais pu l'accompagner dans toute la phase de création du projet. Donc l'orienter avant et au départ vers les dispositifs de formation continue et initiaux qui existent et qui permettront aux porteurs de projets de monter en compétences et de devenir un professionnel avec l'ensemble des compétences nécessaires pour créer et ouvrir une librairie.
J'aurais pu l'aider à construire son étude de marché, une étude de marché à la fois quantitative et qualitative pour qu'elle puisse s'assurer de la viabilité économique de son projet, l'aider à rentrer en réseau avec les librairies existantes. Et puis, à partir du moment où l'ensemble des pièces du projet sont constituées, l'aider à construire en lien, bien sûr, avec le comptable et le cabinet comptable qui l'a défini, l'aider à construire un budget un prévisionnel financier et l'orienter vers les dispositifs d'aide qui pourraient consolider ce prévisionnel. Et bien sûr, à Livre et Lecture, on accompagne aussi au montage du dossier pour la plupart, et notamment pour le dispositif d'aide à la librairie indépendante qui est porté par la région Bretagne et le CNL dans le cadre d'une convention. Et donc, cette librairie, Un livre et une rose, une fois qu'elle a été créée, donc on valorise cette librairie dans un annuaire des professionnels qui est présenté sur le site de Livre et Lecture en Bretagne. Et bien sûr, on fait connaître cette création à l'ensemble des professionnels du territoire, notamment via notre revue semestrielle Pages de Bretagne. Donc, une fois que la librairie est lancée, cette librairie, Un livre et une rose, donc on ne lâche pas cet acteur et on va aussi l'accompagner dans les différentes phases de développement ces différentes phases de développement. Et une des premières actions qu'on met en place pour s'assurer que tout va bien économiquement pour la librairie, c'est un atelier point d'étape qui s'appelle la Fabrique des libraires. Donc, c'est un atelier gratuit auquel on invite l'ensemble des librairies, des gérants de librairies qui ont créé ou repris une librairie il y a moins de 3 ans. Et donc, on invite ces librairies à nous envoyer des données économiques en amont, des données qui sont expertisées par un consultant qui, tout au long de la journée, de cette journée qui s'appelle la Fabrique des libraires, va proposer un rendez-vous individuel à toutes les librairies participantes. Une fois qu'on s'est assuré que la librairie est sur de bons rails, on va aussi s'assurer que le gérant ou la gérante et même son équipe salariée puissent monter en compétences en proposant plusieurs formations continues sur le territoire régional. On fait venir des organismes de formation spécialisés dans le secteur de la librairie à Rennes, mais aussi sur d'autres départements de la région pour faciliter l'accès à la formation continue aux professionnels de la librairie du territoire. Et imaginons que cette librairie, Un livre et une rose, souhaite 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après son ouverture, s'agrandir en ouvrant un deuxième local à 2 pas de porte. Étant donné que c'est un projet qui comporte un risque économique assez lourd, on peut l'inviter à répondre à un appel à projet qui s'appelle l'expertise projet. Et donc, elle candidatera avec d'autres librairies à cette expertise. Et si elle est retenue par un comité de sélection composé de la région Bretagne, la DRAC Bretagne et de Livre et Lecture en Bretagne, elle pourra bénéficier, comme je le disais tout à l'heure, d'un accompagnement par un consultant au long cours pour s'assurer du bon cadrage de ce projet qui comporte un réel risque pour elle. Donc voilà, en tout cas, dans la phase de développement de la librairie, Livre et Lecture continue à suivre la librairie qu'elle soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et puis, dans la dernière phase de vie de la librairie, donc jusqu'à la transmission, on pourra accompagner la librairie dans un diagnostic préalable à
la transmission. Et on pourra aussi l'accompagner dans la diffusion de l'annonce dans les réseaux spécialisés et l'accompagner pour trouver des repreneurs qui répondront vraiment à un profil de personnes qui seraient prêtes à s'engager pleinement dans ce projet de reprise. Donc voilà un petit peu l'ensemble des actions qu'on peut proposer à des librairies, qu'elles soient situées en milieu rural ou en milieu périurbain. Et je laisse Florence prendre la parole pour présenter l'action de Livre et Lecture en Bretagne sur les bibliothèques de milieu rural. Oui, je me disais d'abord peut-être, si je me permets, s'il y a quelques petites questions sur la partie librairie. Je vois qu'il y en avait une dans le chat, c'était « Bonjour, pouvez-vous nous fournir là les sources de l'étude ?» Alors je pense peut-être préciser sur quelle étude on était à ce moment-là, la personne qui a posé la question. Et voilà, sinon s'il y a d'autres questions, on peut peut-être prendre quelques minutes et puis on passera aux bibliothèques juste après. Je vais répondre directement dans le chat. Je vais pouvoir partager l'ensemble des liens vers les études qui ont été citées. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on pourra continuer. Il y aura de toute manière un temps d'échange après, toujours, si vous le souhaitez. Florence, je vous laisse. Oui, je continue. Alors, sur le volet bibliothèque rurale, alors tout d'abord, un petit point aussi sur les bibliothèques. Il faut savoir que les bibliothèques sont partout. Comme je vous disais, c'est un des équipements culturels le plus représenté en France. On dénombre 16 300 équipements de lecture publique en France, dont 9 200 points lecture. Alors, il faut savoir que le ministère de la Culture a mis en place un certain nombre de critères qui permettent de définir le niveau des bibliothèques municipales qui existent en France. On a 5 niveaux qui correspondent à des services. J'en parlerai un petit peu après dans les slides suivants. Et il faut quand même souligner que très souvent, sur les territoires, les bibliothèques est l'un des derniers services publics qui sont ouverts gratuitement pour tous, c'est-à-dire que les gens peuvent se rendre en bibliothèque sans avoir à payer un droit d'entrée. Donc ça, c'est important de le souligner. En Bretagne, on dénombre 943 bibliothèques municipales et 35 réseaux intercommunaux. Je me rappelais, mais ma collègue Marie-Cécile l'a dit tout à l'heure, 171 librairies indépendantes. Donc, ça montre aussi la richesse de ces équipements sur notre territoire. Il faut savoir que pour les bibliothèques en milieu rural, l'un des premiers interlocuteurs sont les médiathèques départementales. Donc, il y a une médiathèque départementale dans chaque département de la région Bretagne et elles ont pour rôle d'accompagner les bibliothèques pour les communes de moins de 10 000 habitants. C'est, je dirais, le premier interlocuteur pour les bibliothèques en milieu rural. Lorsqu'on pense bibliothèque municipale, il faut, lors de ce projet, imaginer un lieu qui soit flexible, compact, accessible, extensible. En effet, lorsque vous avez un projet de médiathèque, il faut aussi envisager les données INSEE de l'évolution de la population, puisque lorsqu'on construit ces équipements ou qu'on les rénove, on sait que la population de sa commune va normalement augmenter. Donc, c'est des équipements qu'on construit aussi à long terme. Donc, il faut toujours penser dans le projet aussi évolution et rendre possible, faire en sorte que ces lieux puissent être extensibles à un moment donné, puisque on le voit sur certains projets, c'est souvent le cas. Il faut aussi que ça soit un lieu confortable, accueillant. On parle maintenant de bibliothèque du troisième lieu. Et puis aussi un volet, je dirais, en harmonie avec l'environnement. On est beaucoup sur le développement durable, le volet écologie aussi. Donc, sur ces nouveaux projets de construction, de rénovation, voilà, c'est des notions sur lesquelles on accorde de l'importance.
Alors, je voulais rapidement vous montrer quelques exemples là aussi de constructions récentes sur des communes, des petites communes, notamment donc en Finistère, à Arzano, donc tout à côté de Quimperlé, à 15 minutes de Lorient, une nouvelle médiathèque, donc la médiathèque du Grand Chêne, qui a ouvert là tout juste il y a quelques jours, le 1er mars. Pourquoi je cite cet exemple? Parce que cette bibliothèque s'est retrouvée dans un lieu qui existait déjà. C'est pas une construction, c'est une rénovation. Donc sur une surface assez petite, et donc il a fallu vraiment exploiter cet espace au mieux. Donc, ils l'ont pensé vraiment comme un lieu modulable. Alors, ça se voit pas forcément sur les photos, mais c'est un petit peu le système d'un grand magasin que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer, où tout est rangeable. C'est-à-dire, on peut ouvrir certains meubles, le ranger, le déplacer. Voilà, un peu quelquefois la poupée russe aussi. Voilà, c'est un aménagement très modulable. Voilà, je trouvais ce projet intéressant, surtout pour ce côté très pratico-pratique. Alors, on ne voit pas, mais par exemple, il y a aussi une cuisine qui est présente pour faire des ateliers avec les enfants. Donc, on a une cuisine aménagée, mais voilà, où les meubles se rangent, se plient, les tables se plient aussi. Voilà, donc ce côté très modulable des équipements, qui est assez intéressant lorsqu'on se retrouve aussi dans des petits lieux, qui est souvent une des contraintes lorsqu'on a ce projet en milieu rural. Un autre projet que moi je trouvais aussi intéressant, là qui est en Morbihan, sur une commune de 1741 habitants, un équipement qui a ouvert fin 2020. On va retrouver aussi dans cet espace le CCAS, donc c'est la commune d'Étel. Là aussi, où on a vraiment pensé ce lieu accueillant, en travaillant aussi sur la signalétique, l'accessibilité. Donc c'est important aussi, lorsqu'on a un projet de construction, de rénovation, de faire des visites. Ça, c'est quelque chose qu'on incite beaucoup avec les médiathèques départementales ou avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Visiter les lieux, c'est très très important. Ça donne concrètement des idées d'aménagement ou d'implantation. Et concrètement, on voit de quoi on parle dans ces cas-là. Donc, c'est vraiment un temps important qu'il faut se donner dans ce projet de construction de réaménagement de médiathèque. Et un dernier exemple qui est en Ille-et-Vilaine, là aussi, sur un équipement qui a ouvert en 2021, en janvier 2021. Une petite commune aussi, la Chapelle-Chaussée, 1349 habitants, une bibliothèque qui se trouve qui est une rénovation. Voilà, dans des locaux déjà existants, dans une longère, une médiathèque sur 2 niveaux aussi. Donc là aussi, les espaces ont été pensés dans un contexte convivial. Alors j'avais mis un lien vers une petite vidéo, mais je ne sais pas si on aura le temps de la visionner, voilà, qui présente, donc on pourra aussi là vous donner le lien pour que vous puissiez aller voir ce petit reportage qui présente vraiment cet équipement. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est dans une petite commune voilà, qu'on ne peut pas aussi apporter des équipements de qualité à la population. Et donc, c'est important. Comme je le disais, lorsqu'on a un projet de construction de bibliothèque, mais que ce soit en milieu rural ou pas en milieu rural, il faut savoir qu'on a un certain nombre de critères qui sont préconisés par le ministère de la Culture via les DRAC, les Directions régionales des affaires culturelles, qui sont des seuils qui permettent un certain nombre d'aides financières. Donc là, Manon reviendra un petit peu plus tard dans la présentation sur ces dispositifs financiers. Vous pouvez être accompagné par la DRAC et par les médiathèques départementales sur ces projets de construction et de rénovation de milieu rural. Donc, c'est des critères sur les dépenses documentaires, sur les accès les services que vous offrez à la population, sur le nombre d'heures d'ouverture, sur la surface, sur la question du personnel qualifié, et puis sur le nombre d'emprunts aussi qui est préconisé par le ministère de la Culture.
Il faut savoir que lorsque vous mettez en place ces espaces, hein, c'est d'abord de donner l'accès, l'égalité d'accès de la culture à tous. Hein, comme on disait souvent, c'est l'un des derniers services publics offerts à la population dans certains lieux. Donc, c'est l'égalité d'accès à la culture, à l'information, aux loisirs. C'est aussi des lieux où on peut développer la création, l'innovation avec les différents partenaires ou usagers. C'est de mieux comprendre aussi le monde dans lequel on évolue, surtout vu du contexte que l'on peut connaître actuellement. C'est aussi préserver le patrimoine intellectuel et culturel que nous développons. C'est aussi la possibilité d'accès à des ressources numériques. Hein. On parle d'inclusion numérique. Je pense aussi que c'est des services qui peuvent être offerts via les bibliothèques municipales à la population. Et puis, c'est aussi des lieux de débat, de rencontres, là aussi, qui contribuent à l'animation de la vie citoyenne. Mais bien sûr, ces lieux, ces bibliothèques doivent être aussi connectées avec les acteurs de leur territoire, que ce soit les acteurs culturels, les acteurs sociaux, éducatifs ou associatifs. Elle doit vraiment être pensée et être intégrée sur son territoire, en tenant compte d'un certain nombre aussi de critères. Le bassin de vie qu'elle dessert, en effet, on parle de bibliothèques au milieu rural, mais l'INSEE a changé un petit peu les critères, je dirais, de la définition de la ruralité, hein, puisque vous savez, maintenant, on parle plutôt de bassin d'attractivité. Donc, lorsqu'une collectivité se trouve proche d'une grande ville ou d'une métropole, elle peut ne plus être considérée comme en ruralité. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte aussi, comme je le disais, du tissu associatif. Il faut vraiment que aussi la bibliothèque intègre dans sa proposition d'action culturelle les propositions peut-être des associations qui s'y trouvent. Le tissu économique aussi, là souvent on va parler de partenariat de mécénat. Voilà, vous avez un projet autour de la musique, si éventuellement vous avez un magasin d'instruments de musique, voilà, pourquoi pas les solliciter aussi pour prendre part à des animations, les acteurs éducatifs hein, aussi, les acteurs sociaux qui sont importants aussi, et puis voilà tous les partenaires culturels qui peuvent être sur la commune, mais aussi sur les communes avoisinantes. Ça, c'est aussi important de les connaître, en tout cas de les identifier pour mettre en place un certain nombre d'actions. Alors, je voulais traduire un petit peu ces propos par quelques exemples. Alors, il y en a plein sur le territoire breton. On est très, très riche en termes de partenariats et de projets. Quelques exemples, par exemple, la médiathèque de Langujean, petite commune de 911 habitants, qui fait partie de la communauté de communes de Saint-Méen-Motauban. Une salariée, des bénévoles, ça aussi on n'a pas évoqué jusqu'ici la question des bénévoles, mais qui jouent aussi un rôle important sur les bibliothèques en milieu rural. Voilà, c'est des lieux de vie où il se passe énormément de choses. Donc là, voilà un programme d'action culturelle très très riche qui se traduisent par des expositions, un grand nombre d'expositions. On fait quelquefois appel aux habitants, voilà, par exemple sur l'atelier Patchwork, j'ai pris un exemple. Le partenariat aussi avec les médiathèques départementales, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui là vont être plus sur un volet aussi d'offres numériques, notamment avec des bouquets de ressources numériques qui peuvent être proposées aussi aux bibliothèques. Proposer des jeux, de plus en plus aussi aujourd'hui en médiathèque, on voit l'apparition des jeux vidéo, jeux de société. Ça aussi, c'est une approche très, très intéressante. Bien sûr, toutes les soirées de compte, l'aide aux démarches administratives aussi, lorsque, par exemple, à Langujean, il y a la présence du CLIC, le Centre local d'information et de coordination. Donc, c'est de travailler aussi avec eux pour accompagner les usagers dans leurs démarches administratives. Proposer aussi des services comme le portage à domicile
ou des choses plus simples comme la Grénothèque aussi, qui est quelque chose qui marche beaucoup en médiathèque, où il y a vraiment une participation citoyenne, ou bien aussi s'inscrire dans des événements nationaux, je dirais, aussi, comme par exemple là, pour l'Indulgent, la semaine de la santé mentale, la fête de la musique. Et pendant ces moments, je dirais, qui sont bien identifiés, proposer aussi un certain nombre de médiations ou d'actions culturelles qui permettent aussi d'inscrire la bibliothèque dans quelque chose de plus global dans les activités. Un autre exemple aussi, par exemple, que certains d'entre vous connaissent sûrement parce qu'on en parle beaucoup en Bretagne, c'est l'exemple de Saint-Aubin-du-Pavail, petite commune de 855 habitants aussi, qui fait partie de la communauté de communes de Châteaugiron. Un projet de médiathèque qui est né en 2009 avec une équipe de 12 bénévoles et un salarié. La moyenne d'âge des bénévoles, voilà, c'est 40 ans. Hein, comme on ne peut pas forcément voir une image souvent de bénévoles plus âgés. Voilà, c'est vraiment ce travail remarquable qui est mené par le salarié avec cette équipe de bénévoles où le rôle de chacun est bien défini. La place de chacun est bien définie dans le développement et les propositions des actions culturelles au sein de l'équipement, avec la rédaction d'une charte qui est signée par chacun. Et puis aussi une richesse dans le profil justement des bénévoles qui viennent de secteurs professionnels ou qui ont des parcours de vie très très différents. Donc chacun apporte aussi ses compétences, ses connaissances dans le programme culturel. Et puis aussi un suivi très régulier entre le responsable de l'équipement et l'équipe des bénévoles, où il y a des temps d'échange, donc une réunion tous les 6 semaines, où chacun voilà, s'exprime aussi sur quoi développer, quoi mettre en place au sein de l'équipement, et qui se traduit par vraiment une richesse, là encore, dans l'offre d'actions culturelles, de médiation, que j'ai pas détaillée, voilà, parce voilà, je vous invite vraiment à aller aussi sur leur portail. Mais il faut savoir que la médiathèque a reçu le prix coup de cœur jury lors du 4e Grand Prix des bibliothèques francophones en 2013, organisé par l'hebdomadaire Livre Hebdo, donc une revue professionnelle. Donc voilà, qui soulignait justement ce travail remarquable mené par cette équipe à Saint-Aubin-du-Pavail. Et un dernier exemple aussi, lorsqu'on parle de lecture en milieu rural, l'exemple d'un réseau de lecture publique, le réseau de Couesnon Marche de Bretagne, là aussi qui est né de la fusion de 2 réseaux intercommunaux, de 2 communautés de communes. Le réseau des bibliothèques d'Entrain Communauté qui comportait 7 bibliothèques et le Coglet Communauté Marche de Bretagne qui comportait 5 bibliothèques. Donc la fusion de ces deux communautés donc ont donné naissance à ce nouveau réseau de Couesnon Marche de Bretagne qui représente 10 agents, 72 bénévoles. Donc si je traduis en équivalent temps plein, ça représente 9,3 équivalent temps plein, donc 9,3 salariés, ce qui représente à peu près un équivalent temps plein, un salarié pour 2398 habitants. Et l'objectif lors de la constitution de ce réseau de bibliothèques, c'était tout d'abord développer l'accès au contenu et aux pratiques culturelles sur l'ensemble du territoire, diffuser, partager, produire des savoirs et des savoir-faire. Donc, on est vraiment dans l'échange citoyen, participation citoyenne, et puis aussi le volet inclusion numérique, l'accès aux outils numériques, qui est très important aussi. Et dans ce cadre-là, au vu de ces objectifs, le réseau de lecture publique a souhaité travailler sur l'écriture ce qu'on appelle un schéma de développement de lecture publique à l'échelle intercommunale. Donc voilà, on est sur une dimension autre, mais c'est quel projet on se donne sur les 3 ans, 5 ans à venir concernant le volet lecture publique. Donc ça, c'est des documents qui sont importants aussi en termes de prospective et de développement d'une offre de lecture en milieu rural. Donc tout au long de l'année, ce réseau de lecture publique de Couesnon Marche de Bretagne
propose des actions culturelles mutualisées entre les différentes structures de lecture publique, mais aussi avec les autres services de la communauté de communes, que ce soit aussi les associations ou les institutionnels, et toujours aussi quelquefois en s'inscrivant dans des événements régionaux, voire nationaux, qui peuvent se mettre en place. Là aussi, les enjeux, c'est de favoriser la rencontre avec les différents domaines de la création, pas seulement le domaine de la lecture publique, mais aller sur les autres champs, le cinéma, le théâtre, la musique, vraiment ouvrir au monde, sensibiliser les usagers aux esthétiques nouvelles, et puis ce volet très participatif que l'on voit se développer de plus en plus en lecteur public, c'est mettre le citoyen, l'habitant au cœur du projet à la fois du bâtiment, mais aussi de la programmation culturelle. Alors par exemple sur Quenon Marche de Bretagne, c'est la mise en place d'expositions, d'espaces d'expression, de rencontres avec les artistes amateurs qui peuvent vivre sur le territoire. Ça peut être aussi faire en sorte qu'il y ait des créations avec les habitants. Par exemple, là, pour Quenon Marche de Bretagne, la création d'un parcours lecture-musique en forêt, en lien avec les élèves de l'école de musique. Et puis aussi un volet échange de savoir et de savoir-faire, voilà, sur des ateliers tricot, jardinage. On est vraiment sur le réseau d'échange de savoir qui se développe de plus en plus. Et il est à souligner que l'ensemble de cette offre culturelle est également regroupée au sein d'une petite plaquette trimestrielle qui permet de présenter l'ensemble de ces actions. Ça aussi, en termes de valorisation, de communication, c'est important aussi d'avoir des documents comme ça un petit peu uniques, enfin qui regroupent l'ensemble de l'offre, qui donnent aussi une identité à un réseau ou à une bibliothèque où les gens puissent reconnaître cette offre à travers un certain nombre de supports de communication. Donc, sur le réseau de lecture publique de Quenon Marche de Bretagne, voilà, il y a un fort partenariat avec avec le tissu associatif, culturel, socio-éducatif, économique et local. Et je voulais juste rappeler aussi un petit article de l'agenda 21 de la culture, l'article 10, qui stipule que la qualité du développement local requiert l'imbrication des politiques culturelles et des autres politiques sociales, économiques, éducatives, environnementales et urbanistiques. Ça aussi, c'est à prendre en compte dès le début du projet. Vraiment, voilà, toutes les politiques doivent se rencontrer et travailler ensemble. Pour le territoire de Quenon Marche de Bretagne, comme je vous le disais, le tissu associatif, culturel et socio-éducatif est très riche, puisque là, je vous présentais rapidement les acteurs qui sont présents sur le territoire. On a 2 associations qui encouragent la diffusion des œuvres à pratique artistique. On a plus d'une quinzaine d'associations qui œuvrent à l'accès à l'enseignement artistique pour les jeunes de moins de 18 ans dans les secteurs de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque. Donc voilà, pas seulement de la lecture publique. La présence de 2 écoles de musique, la présence aussi très forte du théâtre amateur et du chant choral, et puis de très nombreux événements aussi associatifs qui sont mis en place, qui permettent aussi voilà, de faire ce lien entre les différents acteurs du territoire et de proposer comme ça la mutualisation des projets. Et puis sur un territoire aussi, on peut faire appel aussi à des dispositifs qui sont mis en place par soit le département, soit par la Direction régionale des affaires culturelles. Alors plus particulièrement là, pour le département, par exemple de l'Ille-et-Vilaine, il y a un dispositif qui est le dispositif des résidences missions. Là, c'est vraiment aussi une particularité du département d'Ille-et-Vilaine.
qui voilà, permet aussi sur un territoire de mettre en place sur une période donnée la rencontre entre différents acteurs pour développer une dynamique culturelle et qui sont aussi un levier pour développer la question de la lecture publique et du croisement avec d'autres champs culturels. Et cette richesse, elle se traduit, enfin voilà, tous ces partenariats, tous ces dispositifs se traduisent par une offre très très riche sur ce territoire de Couesnon-Marche de Bretagne, hein, puisque chaque année, c'est près d'une trentaine d'actions, enfin de propositions culturelles qui voient ainsi le jour. Là, je vous en ai voilà, cité quelques-unes. Hein. Ça passe par soit des expositions, soit la création de balades musicales, un travail avec les écoles de musique et l'Opéra de Rennes aussi, parce que ça va au-delà du territoire aussi de Couesnon-Marche de Bretagne. La mise en place d'ateliers d'écriture avec les classes de troisième et des compagnies. Ça peut être aussi de la mise en place d'expositions avec un travail avec le CEDAS. Voilà, c'est le travail avec des partenaires qui peuvent être mis en valeur. Donc voilà, donc le levier, c'est voilà, sur ces territoires ruraux, c'est vraiment ce travail de partenariat, je dirais, avec toutes les ressources que l'on peut y trouver. Et je voulais aussi souligner que, bien sûr, c'est possible aussi parce qu'il y a une politique culturelle volontariste, ça c'est très important. Sur le réseau de Couesnon-Marche de Bretagne, c'est quelque chose qui est vraiment intégré aux politiques publiques et qui sont définies dans les compétences communautaires. Et les élus de Couesnon-Marche de Bretagne ont su appréhender les enjeux culturels au milieu rural et ils soutiennent les projets vraiment qui favorisent la découverte, la sensibilisation aux pratiques artistiques et la diversité, l'échange entre artistes et citoyens. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Lorsque les projets sont soutenus, c'est toujours plus facile. Merci beaucoup, Florence et Marie-Cécile. Donc, vous pouvez voir que vous avez les contacts qui s'affichent. On vous les retransmettra aussi par mail quand on vous enverra les comptes rendus ou même si vous les souhaitez avant. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ce qui vient de vous être présenté pour livre et lecture? N'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez. Je vous propose de continuer et puis, comme je vous l'ai dit, il y aura toujours un temps d'échange si jamais, entre-temps, vous avez des questions qui vous viennent. Moi, je vais vous présenter très rapidement et sans rentrer vraiment dans le détail parce que Enora Ulren de la DRAC n'a pas pu être parmi nous, donc je représente juste et je vous cite les aides que la DRAC peut apporter en soutien à des projets en lien avec la lecture. Hop. Donc, rapidement, hop, voilà. Donc, rapidement, il existe plusieurs aides et puis surtout, Florence et Marie-Cécile, si vous voulez compléter, n'hésitez pas parce que je les recite vraiment juste synthétiquement. Mais donc, au niveau de la DRAC, il y a plusieurs aides possibles. Donc, sur la partie bibliothèque publique, comme le disait tout à l'heure Florence, il y a la dotation générale de décentralisation qui est en faveur des bibliothèques et qui permet de soutenir les investissements consentis par les collectivités. Donc, comme cité tout à l'heure, construction, rénovation, extension, aussi l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques. Et puis, tout ce qui est investissement, donc plus sur du mobilier informatique, du fonds documentaire, pardon, et des opérations patrimoniales. Donc, la campagne 2022 est en cours, j'ai vu sur le site, donc avec une date limite de candidature au 30 avril 2022 pour information. Il y a aussi une aide sur le Fonds régional d'acquisition des bibliothèques. Donc, ça, c'est l'État et la région qui a créé par convention du coup ce fonds pour soutenir l'acquisition et la restauration de documents rares.
donc anciens ou précieux par les bibliothèques municipales ou intercommunales. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas à compléter. Au niveau du soutien à la vie littéraire et au développement de la lecture, donc il y a les contrats territoriaux de lecture pour favoriser les structurations de réseaux de lecture publique et le développement d'actions partenariales entre les acteurs culturels, éducatifs, socio-économiques du livre et de la lecture sur un même territoire. Et au niveau vie littéraire et médiation, la DRAC, elle concentre son aide sur les aides sur les structures culturelles en région qui mettent en place un projet littéraire sur l'ensemble de l'année et sur des résidences d'écrivains avec des volets de création littéraire et d'action culturelle. Donc, il me semble que c'est tout. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Florence ou Marie-Cécile, mais sinon, dans tous les cas, si vous avez des questions par rapport à des projets voilà, qui pourraient être concernés par ces aides, vous avez le contact et puis pareil, je vous le retransmettrai si besoin par mail. Et puis, je voulais juste citer quelques aides de la région Bretagne. Alors là, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais c'est aussi pour faire un peu le lien avec la présentation de la Grange Olive qui a été soutenue par un de ces dispositifs. Donc, moi, j'ai répertorié 3 aides. Il y en a peut-être d'autres. Là, je ne suis peut-être pas exhaustive totalement. Mais donc, on a une aide aux librairies indépendantes dont pourra nous parler donc Damien de la Grange aux Livres, une aide aux manifestations littéraires et puis aussi une aide à la résidence d'auteurs. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de choses sur les territoires ruraux et ces aides permettent de soutenir l'organisation de ces manifestations et donc de ces manifestations culturelles. Donc j'ai eu contact avec pas mal de ces manifestations ou résidences et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Donc, c'est assez intéressant de voir ça en milieu rural. Et donc, tout ça pour faire le lien avec donc Damien Berti, si je ne dis pas de bêtises, qui va nous présenter la Grange aux Livres, le projet, et puis si aussi on peut en savoir un petit peu plus sur voilà, qu'est-ce qu'a apporté les aides qui ont pu être apportées aussi sur ce projet. Bonjour, donc je suis Damien Berti, contrairement au nom que vous voyez affiché. Donc je suis une des personnes de la Grange aux Livres, un des 2 salariés de la Grange aux Livres, et également un des porteurs du projet. Donc je vais vous parler du projet, de là où on en est actuellement. Donc on est une librairie indépendante, généraliste et en coopérative. On a ouvert au mois d'octobre l'année dernière. Donc c'est tout récent, ça fait 5 mois qu'on a démarré l'activité commerciale, même si ça fait plus de 3 ans qu'on est en train qu'on a commencé à réfléchir le projet et construire le projet. Donc justement, ce projet partait d'un constat qu'il n'y avait pas de librairie indépendante sur notre territoire au moment où on l'a réfléchi, puisque ça a changé. On a pu voir tout à l'heure une carte que nous présentait Marie-Cécile sur les librairies en Bretagne. Et donc, en tout cas, ça partait voilà, de ce constat-là et que quand on voulait acheter un livre en librairie indépendante, à l'époque, il fallait faire beaucoup de kilomètres. Pour nous, c'était… Alors, au Gand, je vous en parle un petit peu après, mais où c'est localisé pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros, il fallait aller soit à Vannes, soit à Rennes quasiment pour avoir accès à une librairie indépendante. Donc on avait à cœur de proposer une librairie indépendante. Donc, on s'est réunis à quelques personnes et on a commencé à réfléchir à ce projet-là. Dans cette réflexion, nous, notre façon de nous réfléchir, c'était de se voir comme un acteur culturel de notre territoire, de façon assez évidente comme librairie par les produits que l'on vend, des livres. On se voit aussi comme un acteur social de notre territoire en proposant de nombreuses animations. Là, depuis qu'on a ouvert, on est à pas loin d'une animation par semaine en moyenne. Et donc, voilà, ça crée la rencontre dans le village. Il y avait déjà des lieux comme ça, mais disons que ça renforce cette proposition de lien social, surtout en ces derniers temps, ce n'est pas négligeable. Et de façon aussi assez évidente, un acteur économique. On est un commerce, donc ça propose une nouvelle activité économique dans notre commune et plus largement sur notre territoire. Donc, par la création d'emplois et une nouvelle offre aussi pour intéresser les habitants, pour y rester ou pour y venir.
Donc voilà, donc on est dans l'est du Morbihan, donc une commune de 1500 habitants. Donc là, on est effectivement en milieu rural, dans une région, dans une communauté de communes qui s'appelle OBC, Oustave-Brocéliande Communauté, qui fait partie aussi du pays de Pleuramel-Corps de Bretagne avec la communauté de communes de Pleuramel Communauté. Ça, c'est pour situer un peu géographiquement le projet. Et donc, la façon dont on l'a réfléchi, c'était avec Carole, qui est l'autre salariée de la librairie, qui, elle, a une expérience, une quinzaine d'années en librairie et également en bibliothèque. Et donc, on avait à cœur de monter une librairie participative et faite pour les habitants du territoire, mais aussi par les habitants du territoire. Donc, je vais vous en parler un petit peu après aussi, ce que ça induit comme choix qu'on a fait. Et donc, on ne voulait pas la faire tout seul, cette librairie. Vous avez compris qu'on était quelques-uns dans un noyau au début à réfléchir le projet. On est actuellement maintenant 104 associés à la coopérative. Et donc, dès le début, on a eu à cœur d'avoir de nombreux partenaires. Alors, des partenaires qui peuvent être associés. Donc, parmi les associés, on a par exemple, alors, outre tous les associés, on va dire particuliers, avec toutes les compétences, les réseaux et les différentes casquettes des personnes qui sont impliquées, qui créent un réseau très intéressant pour la librairie. Il y a aussi des partenaires, il y a un partenaire institutionnel qui est pour nous la mairie. La forme de coopérative qu'on a choisie permet le sociétariat des collectivités. Et donc, la mairie d'Augan est associée aussi à l'aventure. Il y a des associations, et notamment une qui est la radio Timbre FM, qui est une radio de notre territoire, avec lequel on fait des émissions, on produit des émissions. Il y a d'autres, on va dire, acteurs du livre. Il y a une autre librairie qui est également coopérative, en société coopérative d'intérêt collectif comme nous, qui s'appelle l'Établi des mots, qui est à Rennes, dans le quartier du Blône à Rennes. Et donc, par affinité, on se connaissait et on a envie de marquer le partenariat et dans le futur aussi partager des échanges de pratiques. Donc, on a croisé les sociétariats. Donc, voilà, c'est pour montrer que les choix qu'on a fait aussi, les choix de monter le projet en collectif, se sont aussi concrétisés par la forme qu'on a donnée au projet, la forme coopérative et donc le sociétariat des différentes personnes. Après, on a dans les partenariats, là je parlais des partenariats des personnes associées, mais il y a également l'accompagnement qui a eu lieu dans la création du projet. On a fait, alors dans les associés aussi, là je reviens dessus rapidement, il y a le champ commun, et je parle aussi du partenariat dans la phase de création du projet, puisque moi j'ai participé à une formation au champ commun sur l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle le CLOPS, qui nous a bien aidé à construire ce projet. Et puis, il y a eu également plusieurs rencontres avec Marie-Cécile Grimaud de Livre et Lecture pour nous assurer qu'on n'allait pas dans le mur non plus, que la volonté et les envies qu'on avait étaient cohérentes avec notre territoire, ça nous donnait un regard professionnel aussi, donc d'une personne du milieu du livre et qui accompagne, donc regard qui nous a été très, très utile pour construire le projet. Et aussi pour crédibiliser le projet quand on démarche après des partenaires ou des personnes pour de la recherche de financement, quand on dit qu'on a été accompagné aussi par Livre et Lecture en Bretagne, ça donne un crédit au projet qu'on porte. Et puis, il y a eu, vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, donc les aides pour la création de librairies. On a une subvention de la région pour une subvention d'investissement à la création. Donc, c'est la région Bretagne, DRAC et CNL. C'est un cofinancement. Donc, voilà les différents partenariats. Et je pense que c'est aussi un des… Alors, je ne vais pas vous dire le clé de la réussite parce que ça fait que 5 mois et donc c'est encore tout récent, mais en tout cas, on le souhaite et on va dire que ça part bien pour l'instant. Mais c'est aussi la façon dont on a réfléchi et on pense qu'il fait que ça va fonctionner, ou en tout cas on l'espère, c'est que voilà, il y a de nombreux acteurs du territoire en fait qui sont impliqués dans le projet. C'est pas juste les acteurs culturels, les acteurs associatifs, les habitants du territoire. Et donc on a amené plein de personnes ensemble
dans ce projet-là. Donc, alors, pour être un peu en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, je vais vous parler un peu de la proposition qu'on y fait. On y vend du livre neuf et vous vous doutez bien que dans un collectif qui réfléchit quel type de livre on va vendre, il y a eu de nombreuses discussions et la façon dont on l'a réfléchi et dont on a décidé, enfin, les choix qu'on a faits, c'était de se dire qu'on veut être une librairie pour les habitants du territoire. On ne veut pas être spécialisé, donc vraiment une librairie généraliste avec les grands rayons d'une librairie généraliste que vont être la fiction, la jeunesse, la bande dessinée, les sciences humaines et sociales et les guides pratiques, on va dire. Et on sait que c'est un commerce dans lequel il n'est pas toujours facile de rentrer. Et donc, on avait à cœur que les personnes qui vont y rentrer puissent avoir des repères, reconnaître et se dire oui, c'est une librairie pour moi, et donc y revenir. Et donc, on avait à cœur de ne pas être trop spécialisé ou trop pointu dans l'offre qu'on y faisait, en tout cas au premier abord. Et si on fouille un petit peu, on va être un peu plus pointu sur certaines choses, mais on avait vraiment envie que les gens s'y sentent bien, ils s'y reconnaissent et puissent revenir. Donc voilà un peu la façon dont on a construit le projet. Alors, quand on parlait de faire une librairie à Augan, donc commune de 1600 habitants, évidemment, il y avait le fait de dire on va rendre accessible le livre en milieu rural, du fait d'exister. Et on a aussi fait le choix d'avoir une proposition de livre d'occasion, puisque l'accès, on partait du principe que l'accès n'est pas suffisant, ou en tout cas pas pour tout le monde, l'accès géographique, enfin, le fait d'avoir ce commerce existant. On sait aussi que dans l'Est Morbihan, les revenus moyens par ménage ne sont pas très élevés, ou en tout cas inférieurs aux moyennes françaises, nationales et même départementales. Et donc, on avait à cœur d'avoir cette proposition de livres d'occasion pour permettre aussi l'accès par le prix à des livres moins chers. Et on va dire ça répond aussi à trois objectifs. Donc, cet accès pour une population, pour la population, de recycler le livre, et aussi pour nous un intérêt économique puisque ces livres-là nous sont donnés par les clients, par les associés, comme de nombreux associés, on a beaucoup de livres qui nous sont donnés, ce qui nous permet aussi d'avoir une marge commerciale intéressante puisqu'on marge à 100% sur ces livres-là. Et comme c'était évoqué rapidement tout à l'heure, c'est un commerce dans lequel les marges et les indicateurs de gestion ne sont pas toujours faciles puisque le prix de vente pour nous est fixé par l'éditeur qui nous fixe notre marge commerciale par la remise qu'il nous accorde. Donc voilà, c'était aussi une façon pour nous économiquement d'assurer un peu plus de marge sur les ventes, sachant que ça représente entre 5 et 10% de nos ventes, le livre d'occasion pour l'instant. On fait également une offre de papeterie qui est débutante et qui va être à construire. De papeterie, ce qu'on appelle nous papeterie jolie, pour dire que ce n'est pas la papeterie scolaire. Ça, c'est la porte d'entrée. On a ouvert, donc, comme je vous disais, il y a 5 mois. On a envie d'installer cette librairie et on a en tête d'autres projets, probablement d'édition, d'hébergement peut-être d'autres auteurs, de résidence d'auteurs. Enfin, en tout cas, il y a plein d'idées dans le groupe, dans la coopérative. On peut, évidemment, et on n'a pas envie de tout démarrer en même temps, on séquence. Et donc, pour l'instant, on démarre le projet de la librairie, on l'installe et on verra par la suite ce qui sera possible de faire et ce qu'on essaiera de faire. Je vais vous parler peut-être alors du montage financier rapidement. Comme c'était évoqué tout à l'heure, c'est un commerce dans lequel les ratios de gestion sont assez faibles. Et donc, on avait à cœur dans la façon de monter le projet d'obtenir un capital social important au démarrage pour ne pas avoir beaucoup d'emprunts. Et donc, c'est aussi une des possibilités qu'offre une coopérative, puisque quand on a de nombreux associés, on a la possibilité donc d'avoir un capital social important au démarrage. Nous, on avait à peu près un besoin au démarrage de 120 000, 130 000 euros, à peu près 120 000 euros. Les travaux ont été faits en
quasi-totalité par les associés de la coopérative, sous un fonctionnement de l'été dernier, sous un fonctionnement de chantier participatif, ce qui nous a permis de diminuer les coûts de travaux. De la même façon, alors on a quand même fait un emprunt, on a fait un emprunt avec une banque coopérative qui nous parlait, nous, qui est la NEF. Et puis, on a eu une subvention d'investissement, comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, de la région Bretagne. Donc, voilà, on a en capital social, on est à presque 65 000 euros. Et donc, ça continue de monter tranquillement, donc ce qui permet de financer quasiment l'intégralité pour nous du stock initial, qui en librairie est un des gros besoins au démarrage, en fait, le financement du stock initial. Voilà, je vais vous parler également de la coopérative et de ce que ça veut dire. On est en société coopérative d'intérêt collectif. On s'est défini une utilité sociale qui, pour nous, sont les échanges autour de la culture et du livre en milieu rural sur notre territoire. Et donc, la société coopérative d'intérêt collectif permet à différents acteurs d'avoir que la somme des intérêts de chaque personne qui y vient fasse un intérêt plus grand qui est l'intérêt collectif pour notre territoire. Et donc, d'y associer pas mal de personnes, comme je l'évoquais tout à l'heure, la mairie, des associations, d'autres entreprises et énormément de particuliers. Et donc, on fonctionne sur le principe coopératif qui est une personne, une voix, et ce qui permet de mettre en avant la personne humaine et pas le capital investi dans l'entreprise. Et on a un fonctionnement par commission qui permet aux associés, ça se rapproche clairement hein, d'un fonctionnement associatif. On a différentes commissions qui discutent des différents enjeux de la coopérative. On a une commission qui discute du fond, du choix de la ligne éditoriale, des livres, et qui est active et qui travaille les nouveautés, qui est un des gros travaux des libraires, c'est le travail des nouveautés à apparaître, et donc la commission fond travaille ces nouveautés-là. Il y a une commission qui s'occupe des animations et de la communication. Et donc, par exemple, ce ne sont pas les deux libraires qui s'occupent des animations. Elles sont portées intégralement par les associés de la coopérative. Il y a également, comme la communication, il y a également une commission qui travaille sur les finances, l'administration, les ressources humaines, le bien-être au travail des salariés. Une autre commission qui travaille sur les aménagements, la logistique, les travaux du lieu. Et une dernière commission qui travaille sur le plaisir coopératif, comment on s'organise tous ensemble. Et donc, de ces commissions sont désignées 2 personnes dans chaque commission qui intègrent le comité de pilotage, qui permettent d'avoir une vision globale de la coopérative, de la librairie, pour faire des choix entre 2 assemblées générales qui donnent les grandes orientations de la coopérative. Voilà rapidement la présentation du projet. La façon dont on l'a construit, on a démarré il y a 5 mois. Pour l'instant, les retours sont positifs. Les gens sont contents de découvrir ce commerce. On travaille avec les particuliers du territoire. On commence à travailler de plus en plus avec les médiathèques aussi de notre territoire. Les retours sont positifs. Les gens sont heureux et même surpris de la librairie, de voir qu'elle est grande. On a 100 mètres carrés, presque 100 mètres carrés de surface de vente, de se rendre compte que c'est une vraie librairie. En fait, ce n'est pas juste un petit dépôt de livres au milieu rural. Et donc, les gens sont la plupart du temps agréablement surpris de l'endroit. Et puis, sur les aspects financiers, après 5 mois, on suit notre prévisionnel financier, on est un petit peu au-dessus, ce qui nous rassure aussi, puisque même si effectivement on avait documenté et réfléchi et bien travaillé ce dossier-là, qui avait été accompagné, le fait de commencer à vendre et voir que le chiffre d'affaires prévisionnel est suivi, c'est rassurant, quoi. Et ce qui fait qu'on se dit qu'on ne s'est pour l'instant pas trompé et que l'aventure démarre plutôt bien. Voilà. Merci beaucoup, Damien. Et j'en profite pour vous annoncer, donc on vous communiquera la date rapidement, mais qu'il y aura une visite organisée de la librairie de la Grange aux Livres pour ceux qui pourraient être intéressés. Les informations vous seront communiquées très rapidement. Pareil, je vous laisse quelques minutes. Il va bientôt être 4 heures, mais on a encore quelques minutes. Il y a des questions à la fois sur le projet de la Grange aux Livres ou toujours sur Livre et Lecture en Bretagne. C'est maintenant. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si, c'est bon.
Mon micro fonctionne. Oui. J'active la vidéo juste 30 secondes, mais j'ai peur que ça gêne un peu la fluidité. Si c'est le cas, vous me le signalerez. Je me présente, je suis Céline Durand et je travaille au sein de la direction de la culture de la région Bretagne. Et justement, je suis en charge des aides sur le secteur du livre et de la vie littéraire, entre autres. Et du coup, je me permets juste d'intervenir pour compléter un tout petit peu la présentation que vous avez faite des aides régions et pour rebondir sur la présentation que vient de faire Damien par rapport à l'aide à l'investissement aux librairies. Donc effectivement, la région Bretagne accompagne évidemment le secteur du livre. Comme le soulignait Florence tout à l'heure, c'est important d'avoir aussi des politiques volontaristes qui soient aux côtés des acteurs sur les territoires et notamment en milieu rural. On a pour ce faire plusieurs dispositifs d'accompagnement avec un budget total alloué aux aides sur ce secteur-là qui équivalent à peu près à 1 450 000 €, un peu plus. Voilà, et pour détailler un peu les différents types d'interventions de la région Bretagne sur ce secteur-là, ou en soutien à ce secteur-là, on a donc les aides aux librairies dont Damien a parlé sur 2 volets, une aide à l'investissement et une aide au fonctionnement. Alors, l'aide à l'investissement est tout à fait propice à des projets comme ceux de la Grange aux Livres, c'est-à-dire au moment de la création d'une librairie. Et c'est vrai que ces derniers temps, on est beaucoup sollicité sur des aides à la création. Il faut savoir que là, sur ces 2 dernières années, il y a quand même une dynamique assez impressionnante de création de nouvelles librairies un peu partout en France, mais c'est très prégnant en Bretagne. Voilà, et ce sont des aides qui sont aussi sollicitables sur d'autres types d'investissements, c'est-à-dire qu'une librairie existante peut tout à fait nous solliciter sur ces aides-là pour un projet d'agrandissement, mais aussi tout simplement pour un projet de rénovation de son équipement informatique, pour un projet de renouvellement de son stock, parce que comme le soulignait Damien Berti tout à l'heure, à un moment donné, que ce soit au moment du lancement d'une librairie ou au moment d'un renouvellement du stock de sa librairie, donc au renouvellement de la proposition et de l'offre faite à sa clientèle, ça représente des coûts très très importants pour les libraires. Donc voilà, l'aide est là pour ça, entre autres. Et quant à l'aide au fonctionnement, elle est intéressante aussi pour l'ensemble des librairies existantes, et notamment sur cet aspect animation culturelle du territoire. C'est pour ça que j'en parle. Bon, elle peut être sollicitée sur d'autres aspects, et puis je vous partagerai tout à l'heure le lien sur le site de la région Bretagne qui détaille de façon assez concrète et pratique l'ensemble des critères d'éligibilité de nos différentes aides. Mais voilà, cette aide au fonctionnement des librairies peut accompagner des actions d'animation portées par des librairies, que ce soit des rencontres avec des auteurs dans le cadre de la librairie, mais aussi tout type d'ateliers ou d'actions proposées au cœur de la librairie pour faire vivre ce lieu-là. Voilà, on accompagne aussi le secteur du livre via une aide aux manifestations littéraires. Et là, je souligne simplement que pour cette aide-là, comme pour l'aide aux résidences d'auteurs, dont je reparlerai juste après, les collectivités elles-mêmes peuvent nous solliciter. Donc, ce sont des aides qui ne sont pas réservées aux associations, qui sont évidemment les premières bénéficiaires de ces aides-là, mais une collectivité en milieu rural notamment peut tout à fait solliciter la région pour être accompagnée financièrement sur la mise en place d'une manifestation littéraire ou bien d'une résidence d'auteur. Alors, je ne rentre pas dans les critères, on n'a pas vraiment le temps, mais si vous avez des questions, évidemment, je pourrais y répondre aujourd'hui ou à une autre occasion. Je vous laisserai également mes coordonnées. Et puis, je voulais donc les aides aux résidences d'auteurs, de la même façon, sont sollicitables par des collectivités, aussi bien que par des associations. L'enjeu étant de pouvoir
accompagner financièrement la venue d'une autrice ou d'un auteur sur un territoire et de faire en sorte qu'une rencontre puisse se faire sur une durée suffisamment longue, à la fois pour permettre du temps de création à l'autrice ou à l'auteur accueilli, mais aussi justement pour avoir un temps de ce qu'on appelle médiation culturelle, c'est-à-dire des temps de rencontre avec les habitantes et les habitants de ce territoire-là, sous différentes formes, évidemment, selon la nature du projet et selon les auteurs et les autrices invités, ces actions-là peuvent prendre des formes tout à fait différentes. Voilà. Et puis, pour ouvrir sur les aides qui sont moins liées à la vie littéraire qu'à l'économie du livre, on va dire, nous intervenons aussi sur le volet de l'édition, c'est-à-dire que vous soyez implanté en métropole ou en milieu rural, si vous êtes un éditeur de livres, et voilà, sous réserve, là encore, d'un certain nombre de critères d'éligibilité qui seront détaillés sur le site de la région, dont je vous partagerai le lien. Vous pouvez être accompagné financièrement par la région sur la mise en place d'un programme éditorial ou bien sur vos déplacements pour aller sur des événements hors Bretagne, en France ou à l'étranger, pour promouvoir à la fois la maison d'édition que vous représentez, ou bien pour juste faire réseau et continuer œuvrer en tout cas au développement et au rayonnement de votre maison d'édition. Voilà, j'ai été un peu longue, je vous envoie le lien dans le chat et si besoin, je pourrais répondre à... Peut-être en complément de ces remarques donc de ma collègue Céline Durand et en lien avec ce qu'on a pu évoquer au cours des préparations de cette rencontre, arrêtez-moi côté région et côté EPCC si je me trompe, mais on peut aussi profiter des ressources de l'EPCC, de la région, de la DRAC, pour faciliter l'identification d'auteurs qui seraient à proximité, pour faciliter la mise en lien, parce que je pense qu'il y a aussi un côté qui impressionne un petit peu certains acteurs, de se dire organiser une animation autour de la vie littéraire, c'est peut-être trop compliqué pour notre petit territoire. On voit bien qu'il y a un certain nombre de manifestations qui, en effet, sont portées par des gens qui arrivaient déjà avec des ressources, mais il n'y a pas qu'une aide financière mobilisable auprès des acteurs ressources. On peut aussi aller chercher des idées, des coups de pouce sur ces prises de contact. Je vous vois hocher la tête, donc ça me rassure un peu. Oui, tout à fait. En effet, c'est le rôle aussi de Livre et Lecture en Bretagne. En effet, il n'y a pas que l'accompagnement financier. L'ensemble des chargés de mission ont ce rôle justement de facilitateur, je dirais, dans la mise en place des projets, mettre en relation les acteurs d'un territoire lorsqu'ils ont un projet, faire en sorte qu'ils se rencontrent, et puis de les accompagner dans le montage. Mais là aussi, pour la lecture publique en tout cas, c'est aussi, moi mon rôle, c'est un petit peu ce rôle de coordination, c'est-à-dire mettre autour de la table aussi les différents acteurs potentiels, que ce soit les médiathèques départementales, les collectivités, les acteurs du territoire, du champ culturel, social. Voilà, vraiment, on est là en tant que facilitateur, accompagnateur, et bien sûr, on les accompagne. On ne fait pas à la place d'eux, hein, ça c'est très très important, on les accompagne et vraiment dans leur démarche, justement quelquefois pour ce côté un peu rassurant devant certains projets ou leur faire qu'ils se rendent compte aussi de la faisabilité ou pas d'un projet sur un territoire, suivant leur envie aussi. Donc c'est aussi notre rôle aussi de les alerter sur les faisabilités ou pas d'un projet. Mais bien sûr, ce rôle d'accompagnement, on l'a au quotidien, moi et mes collègues, oui. Et, notamment, vous parliez d'accompagnement et d'échange entre les lieux de diffusion du livre et les créateurs sur le territoire. Et il y a donc un événement qui s'appelle le Mois du Livre qui a été le Mois du Livre en Bretagne qui a été organisé pour la première fois cette année, entre mi-février et mi-mars, par Livre et Lecture en Bretagne.
Donc, ça a été aussi le moment de valoriser ces actions et les lieux de diffusion qui ont accueilli des éditeurs et des auteurs du territoire. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. On arrive à la fin du webinaire. Si peut-être vous avez une dernière question, sinon on va conclure parce qu'il y a déjà des personnes qui commencent à partir. Donc voilà, je vous laisse quelques petites secondes et sinon on conclura. Oui, monsieur Robic. Je peux me permettre de vous solliciter pendant juste 30 secondes. Guillaume Robic, j'ai le plaisir du coup d'être à cheval avec plein de sujets qui ont été évoqués parce que je suis conseiller régional, j'ai le plaisir d'être président de Livre et Lecture en Bretagne et que, à un autre titre, je suis maire d'une commune de 3000 habitants en plein centre Bretagne. Je n'ai pas souhaité intervenir auparavant parce que d'abord je remercie Florence, Marie-Cécile et Céline d'avoir été extrêmement claires dans les présentations. Mais je crois qu'effectivement, au milieu rural, il y a un point qui est important de souligner, c'est que parfois, alors la compétence de lecture publique et puis l'action culturelle dans le domaine littéraire fait parfois peut-être un peu peur aux élus locaux, parce qu'elle est très diffuse et que c'est vraiment un fonctionnement en réseau ou en puzzle, et que avoir l'impression de maîtriser l'ensemble des pièces peut être un peu déstabilisant pour des élus locaux. S'il y en a qui suivent cette visio, c'est vraiment leur dire, et je pense que c'est le point important qui ressort de ce webinaire, que les acteurs existent et qu'il y a vraiment une force et des acteurs, on va dire, très structurants sur le territoire, que ce soit Livre et Lecture qui porte, on va dire, l'action pas seulement de la région Bretagne, mais aussi de la DRAC, des départements, de Rennes Métropole, et que surtout l'intérêt, c'est que ils prennent contact avec les gens qui viennent de s'exprimer, dont ils ont pu apprécier, je pense, toute la technicité et l'expertise, mais que surtout que les élus locaux qui sont sur les territoires ruraux ne se sentent pas délaissés, effectivement, et puissent prendre pleinement en conscience le fait que le livre est souvent le pivot, la porte d'entrée, le point de départ d'une politique culturelle qui, même si elle est embryonnaire au départ, peut vraiment s'appuyer sur la politique de la lecture, de la vie littéraire pour développer au-delà des partenariats culturels. Et je trouve que l'exemple qui nous a été présenté juste avant montre bien que le travail de structuration et de travail en réseau, le livre est un support qui permet véritablement ça entre les librairies, les médiathèques, les auteurs, les illustrateurs, et que parfois, s'ils cherchent une porte d'entrée dans le développement d'une politique culturelle, eh ben, la porte d'entrée de la lecture et du livre est une des meilleures, notamment par rapport au public jeune dont on a pu parler aussi auparavant. Et que donc, c'est vraiment très important qu'ils aient effectivement les contacts et qu'ils n'hésitent pas à ouvrir la porte, puisqu'il y a énormément de collectivités et d'acteurs publics qui sont disponibles pour les accompagner. C'était simplement pour redire ce petit mot. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat, donc je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Au nom du réseau rural, je voulais vous remercier aux intervenants déjà d'avoir pris du temps pour nous faire ces présentations très enrichissantes et puis aux participants, pareil, d'être venus pour cet échange sur le livre. Je vais vous faire dans un premier temps un mail avec les contacts, comme ça vous les aurez rapidement et auquel je joindrai une petite enquête de satisfaction si vous pouvez y répondre, ça nous aide un peu à nous améliorer pour les prochains webinaires. Donc voilà, et puis le webinaire sera posté en ligne dans quelques semaines et je vous enverrai par la même occasion le compte rendu aussi écrit ainsi que les présentations qui ont été partagées. Voilà, merci encore et bonne journée à tout le monde.